Bienvenue à tous et à toutes sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zéro. L'histoire que je vous propose se déroule ici à Vaux-le-Pénil en banlieue parisienne. Le week-end du 16 au 17 septembre 1995, une famille tout entière va disparaître. Le père, Donald Davila, 34 ans, son épouse, Stéphanie Sané, 23 ans, enfin je dis son épouse, c'est sa compagne, et leurs deux enfants, Donald Junior, 3 ans et demi, et la petite Donatella, 22 mois. Le couple Davila-Sané est un couple mixte. Donald est martiniquais. C'est un musicien, elle est femme de ménage. Ils habitent un squat. La particularité de cette affaire, c'est que le vieil adage, selon que vous serez puissant ou misérable, a encore de très beaux jours devant lui. La police, la gendarmerie, la justice, personne ne va prendre au sérieux le signalement de la disparition de cette petite famille. Si ma fille n'est pas au travail, c'est pour l'empêcher. On ne la prend pas au sérieux parce que son gendre est un marginal. Nous, on était sûrs qu'il s'était passé quelque chose de très très grave et ils n'ont rien fait. Je n'ai jamais vu la police venir me questionner ou me poser des questions. Boulet le chantait sur tous les toits qu'il allait flinguer la famille Davila. Il s'installe définitivement à son nom dans la maison de Donald et de Stéphanie. Je pense que sa maîtresse, elle, avait un plan pour pouvoir vivre ensemble. Le docteur Binard jouissait d'un a priori favorable. Elle nous dira qu'elle avait très peur de la machette de Boulet. Tout ça avant la découverte des corps. Elle n'a pas entendu des cris de bêtes, elle a bien entendu des cris humains. Elle raconte quelque part les faits. On va trouver des plumes et des restes de poulet. Cette fameuse connotation d'enterrement vaudou. Il y a des esprits maléfiques qui demandent du sang, qui demandent à faire des sacrifices. Et ça peut aller jusqu'au sacrifice humain. On ne tue pas une famille entière tout seul. Et s'il n'y avait pas eu Gilberte et sa détermination, ça aurait été un crime effroyable et impuni. Dès le départ, dans ce dossier, tout semble volontairement gelé. Incompétence, indifférence, que se passe-t-il? Face à l'inertie de l'institution judiciaire, une femme va pourtant remuer ciel et terre. C'est Gilberte Crevisier, la maman de Stéphanie. Pendant plusieurs mois, elle va multiplier les démarches de juridiction en juridiction. Renvoyée d'un bureau à un autre, elle se fait houspiller, voire sermonner. « Madame, la police a du travail, si vous continuez, ça va mal finir !» Dire ça à Gilberte, c'est bien mal la connaître. Sa fibre maternelle est en alerte. Depuis le début, elle pressent le pire. Et le 23 septembre 1996, soit plus d'un an après la disparition de sa famille, son intuition va se confirmer. La police exhume 4 corps décomposés du grand jardin attenant au squat dans lequel vit toute la famille. Ceux de sa fille, de son gendre et de leurs 2 petits-enfants. C'est le 16 septembre 1995 que le couple Davila-Sané est vu pour la dernière fois. Durant la semaine qui suit, Gilberte, la mère de Stéphanie, laisse plusieurs messages sur le répondeur. Sans réponse de sa fille, elle ne s'inquiète pas plus que cela. Cependant, un appel va l'alerter. Le 23 septembre 1995, j'ai un coup de téléphone sur les coups de 11 heures. C'est la maman de Donald, elle me dit « Est-ce que les enfants sont chez vous ?» Je lui dis « Non ». Et donc, elle m'explique qu'ils se seraient disputés, qu'ils seraient partis, qu'il y a quelqu'un qui est dans la maison et on ne sait pas où ils sont. Gilberte connaît bien les priorités de sa fille, ses enfants et son travail. Le 25 septembre 1995, elle demande une semaine de congé à son employeur, la RATP. Son enquête commence. J'appelle donc le collège Acamio. Et à ce moment-là, j'ai Madame Dorgance qui me dit « Oh, Madame Crevisier, qu'est-ce qu'on est contente de vous avoir au téléphone. Stéphanie n'a pas réintégré son travail depuis le lundi 18 septembre 1995. » Alors là, à partir de là, tout s'écroule autour de moi et je prends vraiment la conscience des choses graves, c'est-à-dire que c'est pas la petite de ma fille
Et si ma fille n'est pas au travail, c'est qu'on l'a empêchée. Un départ soudain est impossible. L'horizon semble se dégager pour le couple. Tous les deux viennent de décrocher un emploi. Donald et Stéphanie avaient chacun un contrat de travail qui allait s'élaborer juste au moment où on leur a supprimé la vie. Stéphanie vient de réussir un concours à l'éducation nationale comme agent de collectivité. La jeune femme ne cache pas sa satisfaction d'avoir obtenu le poste qui lui permet enfin de penser à l'avenir plus sereinement. Je ne la voyais pas partir comme ça alors qu'elle était sur le point d'avoir une situation qui lui plaisait. Elle faisait des examens, elle avait réussi et elle commençait à bien partir dans la vie et tout. Et ça, c'était pour elle, c'était un grand plaisir, quoi. Donald, lui, est un bassiste apprécié. Il vient d'être engagé pour une série de concerts. Donald devait repartir pour honorer des contrats de musique. Il avait donc dans l'idée de laisser de nouveau Stéphanie, qui elle travaillait, venait d'avoir cet emploi, ce concours à Jacques Amiot, au lycée. Et les petits étaient scolarisés ou étaient chez la nourrice. Donald et Stéphanie reçoivent souvent. Donald a le sens de la fête. À partir du vendredi soir, la maison ne désemplit pas. Gilberte connaît quelques amis du couple. 3 d'entre eux lui confient avoir passé le début de la soirée, de ce fameux 16 septembre 95, chez ses enfants et en être partis vers 20h. Ils ajoutent qu'il y avait d'autres personnes dans la maison. Je téléphone donc à la gendarmerie de Melun. Je demande si les enfants sont sur une liste de blessés. Les gendarmes répondent non. Je leur dis alors, sont-ils morts? Il me dit, madame, les personnes qui sont décédées, on vient de suite prévenir la famille. Après la gendarmerie, où elle a obtenu une réponse rassurante, Gilberte se tourne vers la police. Au téléphone, on lui assure que quelqu'un va se rendre sur place. À 17h, la police me rappelle et ils me disent, bah, écoutez madame, on est allé sur les lieux. Oh là là, il y a beaucoup de jouets sur le terrain. Et donc, nous, de la maison, on a regardé de la fenêtre, tout paraît normal. À la maison, il n'y a personne, mais tout est normal. On ne peut pas rentrer, il n'y a pas d'infraction, on ne peut pas rentrer. Mais il y a beaucoup de jouets dehors. Pas totalement apaisée, elle décide de se rendre à Vaux-le-Pénil accompagnée de son fils Christophe. Tous deux connaissent bien les lieux. Même sans clé, ils sont capables de rentrer dans la maison. Il va passer par une fenêtre, il va arriver dans la salle de bain, et lui, quand il va descendre dans la salle de bain, il va s'apercevoir qu'il y a un chauffage qui chauffe à plein régime. Et c'est pas habituel. Stéphanie, quand elle n'est pas là, elle ne met jamais le chauffage. C'est une petite maison en bois, elle met le chauffage que lorsqu'elle est là. Et là, surprise. Je vais rentrer et on va percevoir que la maison, elle est nickel chrome. C'est-à-dire bien, vraiment bien rangée, bien... Il y a du linge qui sèche, il y a la vaisselle elle est faite, il y a à manger dans le frigidaire. Un autre détail frappe cette mère attentive pour laquelle la thèse d'un départ volontaire de ses enfants ne tient décidément pas la route. Je vais faire un tour d'horizon un peu dans la chambre, donc toutes les affaires des enfants sont accrochées. Et arrivé dans la pièce centrale qui est la salle à manger, je vais voir toutes les chaussures. Et ça, c'est quelque chose qui va me choquer, de voir toutes les chaussures. Je me dis, mais avec quelles chaussures elle est partie ? Qui peut en savoir plus? Peut-être Serge Roland-Urani, le parrain de la petite fille Donatella, qui voit presque quotidiennement la famille. Tout de suite, il va dire que c'est la faute au shit, c'est la faute à la drogue, que mon gendre, il a emmené toute sa petite famille pour sauver sa peau, parce qu'il est poursuivi par une mafia de drogue. Alors moi, connaissant quand même mon gendre, il fumait un peu de shit, mais bon, de là, une mafia de drogue, il y a quand même une nuance, hein. Il n'a jamais trafiqué, il n'a jamais... Donc je ne voyais pas pourquoi il y avait à sauver sa peau. Ça ne tient pas la route. D'autant que personne, mis à part Urani, ne développe cette piste mafieuse. Toujours accompagnée de son fils, Gilberte retourne à Vaux-le-Pénil.
Et là, Christophe, il va voir qu'il y a la lumière dehors. Il pense qu'il va voir sa sœur. Mais c'est pas sa sœur qu'il trouve à la porte, il trouve Edgar Boulet. Il voit un grand black qui est apeuré de voir quand même quelqu'un d'1,95 m et costaud, rugbyman. Et il bredouille, on sent qu'il a peur. Il va demander à Christophe qui il est, et Christophe il va lui demander aussi qui il est. Qu'est-ce qu'il fait chez sa sœur. l'homme dénommé Edgar Boulet, antillais comme Donald, avance des explications. Une violente dispute aurait éclaté dans le couple. Donald aurait décidé de partir seul en emmenant les enfants. Stéphanie, quand elle a vu que ses enfants partaient dans la voiture, dans la camionnette, elle a couru après la camionnette, elle a ouvert la portière, elle est montée dedans. C'est ici, à l'hôtel de police de Melun, que commence la pénible bataille de Gilberte Crevizier pour tenter d'activer les recherches après la disparition de 4 membres de sa famille. Plusieurs fois, elle va pousser les portes de ce commissariat. Tout d'abord, pour partager son inquiétude au lendemain du week-end tragique de septembre 95. En vain, elle y reviendra inlassablement, renvoyée à cette case départ par d'autres services qui ne cherchent bien entendu qu'à se débarrasser d'elle. Il faut savoir que l'affaire de Mme Crevizier arrive dans des services qui ne se jugent pas compétents géographiquement. Tout ce qu'on va pouvoir lui proposer à l'époque, c'est ce qu'on appelle la recherche dans l'intérêt des familles. Kafkaïennes, ces recherches dans l'intérêt des familles. On convoque les personnes disparues à leur dernier domicile connu. On envoie 2 lettres à recommander à ma fille. Les lettres, elles sont reçues par Edgar Boulet. On les laisse de côté. Et la deuxième fois, quand ils vont revenir pour bien voir si les enfants sont à la maison, les policiers vont voir Edgar Boulet qui va leur raconter qu'ils sont partis, qu'ils sont plus là. Ils vont pas chercher plus loin. Ils n'interrogent ni les parents de Donald, ni moi-même. Donc, c'est classé sans suite. Son seul recours, déposer une plainte contre sa fille Stéphanie pour non-présentation d'enfants aux grands-parents. Elle refuse. Ma fille m'avait rien fait personnellement. Et si on lui enlevait les enfants, s'il partait à la DAS, donc ça m'a stoppé net. J'ai dit non, je porte pas plainte, je peux pas le faire. Donc j'ai attendu. Rien n'a fait réagir les autorités, pas même le signalement qu'un nouvel occupant s'est installé dans la maison des disparus. Pourquoi un tel mépris? Je lui ai posé la question. Ta fille et ton gendre étaient considérés, enfin c'est ce qu'on appelle dans la société, des marginaux. Est-ce que ça a joué dans le fait qu'il n'y avait pas de la part de la police une volonté d'aboutir ou... Oui, je pense. Quand on ne fait pas comme tout le monde, comme dirait Brassens, on dérange. Mais malgré ça, mes enfants, ma fille travaillait, mes 2 petits-enfants étaient scolarisés. Donc je ne comprends pas pourquoi on les a dit, entre parenthèses, traités de marginaux. Donc ça veut dire s'ils sont différents, ils peuvent aussi mourir différemment, on s'en fout. On s'en fout. Ce racisme social est dénoncé par tous ceux qui ont approché ce dossier. Lorsque Gilberte va pour la première fois au commissariat pour signaler ses faits, on ne la prend pas au sérieux parce que son gendre est un marginal, parce qu'on sait qu'il est un consommateur de produits stupéfiants, que c'est un musicien, qu'il vit dans un milieu un peu interlope et que, ils sont capables de tout, ces gens-là. Il venait d'une extraction sociale extrêmement basse, et donc comme s'il n'avait pas eu la possibilité de pouvoir bénéficier d'une justice décente. Alors Gilberte s'est retrouvée à frapper des portes, semaine après semaine, mais partout où elle est allée, on ne la croyait pas, on ne l'entendait pas. Et je trouve qu'elle fait la démonstration flagrante des dysfonctionnements qui sont encore maintenant. Hein. La disparition de Donald et de Stéphanie, de Donald Junior et de la petite Donatella a été ignorée. Pourquoi? Eh bien, au nom de certains préjugés, sans doute. Parce que le couple ne mène pas ce qu'on appelle une vie parfaitement ordinaire. Donald est musicien. C'est un grand fêtard, consommateur de cannabis à ses heures. C'est sur Stéphanie, jeune femme frêle et courageuse, que repose la tâche de faire tourner la baraque et de veiller à l'éducation des enfants. Son guitariste, elle en est tombée amoureuse follement à l'âge de 17 ans. À ses côtés, elle a trouvé la sérénité et s'est épanouie dans la maternité. Depuis qu'ils habitent ici, à Volpénil, elle met tout son cœur à transformer cette maison en vrai home sweet home.
Elle décore, elle jardine et elle semble heureuse. Au-delà de leurs fréquentes disputes, à cause des copains de Donald, de leur fiesta, du monde qui s'attarde tous les soirs à la maison, le couple s'aime. Pendant plus de 9 mois, Gilberte est confrontée à une indifférence générale. Son look décalé, son obstination agacent tous ceux qu'elle interpelle. Si on vient, je veux dire, c'est bête, hein, mais bien habillé, avec un langage châtié, un certain niveau culturel, peut-être un avocat à côté, une recommandation d'un tel, on est cru, mais alors automatiquement. Simplement, c'est l'apparence qui joue. Et effectivement, quand on a un langage un peu titi parisien, peut-être une allure un petit peu bohème ou qui sort de l'ordinaire, c'est malheureusement, là encore, une constatation très banale, mais les hommes sont faits comme ça. L'apparence a plus d'importance que le fond. Dans la maison de la famille Davila-Sané, les hôtes ont pris leurs aises, tandis que la police ne bouge pas d'un pouce. Gilberte s'est renseignée. Le nouveau maître des lieux, Edgar Boulet, est né le 10 juin 1956 à Basse-Pointe, en Martinique. Elle a même retrouvé la piste de ses parents, ils sont témoins de Jéhovah. Elle a compris très vite que cet homme de 44 ans n'est pas un saint. Il est bien connu des services de police. Je ne connais que les condamnations à son casier judiciaire qui démontrent qu'il ne s'est pas comporté de manière adaptée avec ses compagnes, puisqu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des violences sur conjoints, ce qui vient démontrer qu'il y a eu des scènes de violence. Edgar Boulet n'a pas d'emploi fixe et bizarrement, pas plus de domicile. Monsieur Boulet avait été éjecté de son appartement. Monsieur Boulet avait passé l'été à squatter chez l'un, chez l'autre, sur un terrain de camping, etc. Depuis le 19 juin 1995, date à laquelle il reçoit un avis d'expulsion, Boulet est aux abois. Il s'installe définitivement à son nom dans la maison de Donald et de Stéphanie le lundi matin. En réalité, il s'incruste depuis plus de 4 mois dans ce domicile, squatté à l'origine par Donald et Stéphanie, car il dispose d'informations intéressantes sur ces lieux. Ce terrain a une histoire, c'est un ancien champ de tir d'un club qui a disparu, et donc qui n'appartenait pratiquement plus à personne. Donald était là depuis quelques années, il s'y était installé avec Stéphanie, les enfants étaient nés. Depuis 1912, le terrain de 6000 m² est une véritable énigme juridique pour la mairie de Vaux-le-Pénil. En 88, Donald s'y installe en parfaite connaissance de ce flou administratif. Il n'y a pas de propriétaire physique, donc personne n'est en droit de vous demander une expulsion. La commune ne peut pas aller devant le tribunal en disant il faut sortir ces gens-là, on n'est pas propriétaire. C'est entretenu, l'hygiène est respectée, c'est salubre, etc. Bon, vous utilisez comme vous l'entendez cette propriété-là, faites en sorte que ça se passe bien. Dans l'esprit de Boulet, le calcul est vite fait. Il était jaloux, il enviait Donald. Pourquoi Donald était sur un terrain qui n'avait pas de propriétaire et pourquoi pas lui? Donc il n'avait qu'une idée, c'était s'emparer du terrain. Mais Boulet n'est pas seul. À ses côtés, un personnage omniprésent, une femme. La très respectée docteure Monique Binard qui exerce à Damary-les-Lys, juste à côté. L'image du docteur Binard dans la communauté melunaise, elle est excellente en tant que médecin. Quel lien peut-il y avoir entre cette notable et un homme comme Edgar Boulet? Depuis 90, après l'avoir connu comme patient, le docteur Binard est devenu sa maîtresse. Leur relation est passionnelle. Elle exerce une grande emprise sur lui. Or, au stade où ils en sont, cette femme a une exigence précise qui résonne comme un ultimatum. Elle exige de Boulet un toit pour abriter leur liaison. Je pense que sa maîtresse, elle, avait un plan et qu'elle a instillé ce plan d'avoir un lieu stable où pouvoir vivre ensemble. Et donc là, c'était l'occasion, parce que c'était un lieu retiré. Elle ne pouvait pas non plus l'emmener dans son milieu de petit notable de province. Donc il fallait trouver un lieu un peu... Je pense que ça, c'est un moteur fort. Sans boulot, sans domicile fixe, Boulet n'a pas l'intention de perdre sa maîtresse. Elle attend de lui une certaine normalité. Elle veut pouvoir, comme elle a déjà fait, le présenter à des amis.
Mais l'élaboration de ce projet déplaît fortement à Stéphanie. Car Boulet est tout le temps là, il se conduit comme s'il était déjà chez lui. Je me souviens une fois être arrivée avec elle, je l'avais ramenée chez elle, ça, je me souviens bien. Et quand elle est arrivée, quelqu'un était rentré dans la maison parce qu'elle avait une cachette pour sa clé. Et elle avait dit « Ah, il s'est encore permis de rentrer dans la maison alors qu'on n'était pas là ». En fait, Boulet effraie carrément la jeune femme. Lorsque Donald part en tournée, il demande à son amie Euranie de venir vérifier que tout va bien pour Stéphanie et leurs enfants. Elle n'a pas tort, Stéphanie, car lorsque l'enquête démarrera enfin, on apprendra que Boulet tient des propos stupéfiants. Un ami à lui, un dénommé Gorniak, en témoigne. Boulet est venu le voir début septembre. Il lui a expliqué qu'il ne pouvait pas rester sans appartement, sans logement, que son ami médecin allait finir par le virer. Et un soir où il est alcoolisé, il vient proposer à Gorniak de venir avec lui et de tuer toute la famille. Et Gorniak dit qu'il n'ira pas. Boulet le chantait sur tous les toits qu'il allait flinguer la famille d'Avila. Edgar Boulet avait-il intérêt à faire disparaître Donald, sa compagne et leurs enfants? Il a bien confié à l'un de ses copains qu'il voulait se débarrasser d'eux. Mais voilà, dans ce milieu, on boit, on se drogue, on se cogne, on se rabiboche. Bref, on est destroy. Alors, qui aurait pu prendre au sérieux les propos de Boulet? Pourtant, dans cette maison isolée de Volpénil, la soirée du 16 septembre 1995 se solde par la disparition soudaine de toute la famille. Une famille dont on ne reverra plus jamais aucun des membres. Edgar Boulet a-t-il un lien avec ce fait? Abandonnée de tous, Gilberte poursuit sa quête de vérité. La solitude de cette femme donne la chair de poule. Son unique interlocuteur est Edgar Boulet. Ses explications tiennent de moins en moins la route. Tous les mois, me disait des choses bizarres au téléphone. Un mois, donc, il me dit qu'il avait pensé qu'avec les parents de mon gendre, ils étaient partis dans une secte, que Stéphanie avait emmené Donald et les enfants dans une secte. C'est certain que c'est impossible qu'elle ait quitté sa maman sans prévenir, sans lui dire « je pars quelques jours, t'inquiète pas ». Ça, c'est une chose qui est invraisemblable. La piste de la secte apparaît soudain. Boulet a recours à son ami Gorniak, auquel il demande de téléphoner aux parents de Donald afin de leur faire croire que la petite famille de leur fils a rejoint une communauté. Et c'est tellement bien fait qu'ils y croient. Ces explications nébuleuses livrées par Boulet ont un effet pervers. Elles finissent par diviser les familles de Donald et de Stéphanie. Et je téléphone à la maman de Donald. Elle m'insulte de tous les mots. Comme quoi je suis aussi une emmerdeuse. Pourquoi je me mêle de la vie des enfants. Il faut laisser les enfants vivre leur vie. Bon, c'est vrai que sur le moment... je suis en colère, mais je ne comprends pas. Gilberte ne sait plus vers qui se tourner. Pendant ce temps-là, Boulet s'active. Il distribue les biens de toute la famille. Certains interprètent cet agissement comme la preuve qu'il sait des choses. Gorniak, comme d'autres témoins, va dire que si Boulet distribue aussi aisément les affaires de Donald, c'est parce qu'il sait que Donald ne reviendra pas. Il voulait racheter la voiture. Il téléphonait sans arrêt pour qu'on puisse l'autoriser à acheter les voitures. Cette fois, c'en est trop. Retour à Volpénil. On arrive et on voit une pelouse tondue, tout propre. Il restait encore les marques des voitures, plus une seule voiture. Alors là, la colère me monte. Et je vais jusqu'à la porte et je vois que la télé, elle fonctionne. Donc je tape au carreau et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit Boulet qui nous ouvre. Il était ivre-mort et je lui dis « Qu'est-ce que tu as fait des voitures ?» Et il m'a dit « Je les ai vendues ». Et je lui dis « Ça ne va pas se passer comme ça ». Nous sommes le 27 juin 1996. Gilberte porte plainte pour vol de véhicule auprès du TGI de Bobigny. La plainte est transmise au commissariat de Melun qui a Boulet dans le collimateur pour d'autres délits. L'enquête va enfin démarrer, à la faveur d'une coïncidence. Si on s'en est occupé, c'est aussi parce qu'il y a des policiers qui connaissaient personnellement depuis l'enfance une des personnes qui a été assassinée.
Donc je veux dire, c'est quand même, je pense qu'il faut le dire. Cette affaire de disparu à Volpénil, cette famille qu'on recherche, eh bien, c'est Donald Davila. Et pour moi, c'est quelque chose de particulier, Donald Davila. Donald Davila était un des animateurs de la MJC du Mai. Sans ce clin d'œil du destin, le fait que l'enquêtrice connaisse et apprécie Donald, que se serait-il passé pour Gilberte et les siens? Chacune des portes auxquelles elle a frappé est restée close. Personne ne l'a prise au sérieux. Son désarroi laisse même indifférents les gens. On la traite même d'emmerdeuse. Ironie du destin, c'est pourtant de ce même commissariat que va enfin démarrer l'enquête plus de 9 mois après le signalement des faits. Il faut dire que là, Gilberte vient de piquer une énième colère et que miracle, un fonctionnaire de police a enfin daigné lever la tête et l'écouter. Et qui a bougé? Le commandant Brigitte Carré-Luzancet et Béatrice Mouras ont commencé à m'auditionner le 27 juin 1996. Et l'enquête va commencer à partir de ce moment-là, sans la réouverture. Elles vont se battre, là, franchement, elles vont se battre. Nous sommes partis sur une affaire de disparition de voiture. Nous avons essayé de trouver un bout de laine qui nous permette de démarrer une affaire pénale sur des vols de voitures, des faux en écriture privée, ce qui nous permettait de relancer une affaire qui avait été classée, qui était une affaire au départ de simple disparition de personnes. Mais évidemment, entre septembre 95 et juillet 96, les indices qui auraient pu permettre de reconstituer les faits n'existent plus. Nécessairement, lorsqu'on va rechercher des éléments matériels, lorsqu'on va entendre les témoins, eh bien, on se heurte à des imprécisions. On se heurte aussi à une reconstitution mémorielle par les témoins de ce qui s'est passé. Ce soir-là, comme bien souvent, il y a beaucoup de monde chez Donald et Stéphanie. Sur place, quand on est ici, on comprend mieux pourquoi personne n'a rien entendu. Les silos qui sont derrière moi tournent toute la nuit, sans s'arrêter. Les trains passent, et surtout l'endroit est désert, à l'écart de la ville. On n'est plus tout à fait dans la ville. On est un peu à l'entrée ou à la sortie. Ça dépend de quel côté vous vous prononcez. Vous n'avez pas de riverains proches. Vous n'avez pas d'environnement immédiat. Bon. Ça aurait été peut-être dans une autre rue. Les gens auraient eu des doutes, se seraient posé des questions. Donc, aucune information ni témoignage du jour des faits. C'est sur Gilberte et sur les éléments qu'elle a collectés que les enquêteurs vont s'appuyer. C'est elle qui leur indique par exemple qu'Edgar Boulet et sa maîtresse se sont installés chez ses enfants 3 jours après leur disparition et qu'ils ont procédé à des travaux à l'intérieur. Ils vont découper la moquette et ils vont mettre à la place du placo-plâtre. Ils vont repeindre effectivement la chambre en blanc et ils vont repeindre aussi plus tard une autre pièce qui est dans la maison en pierre. Ils ont mis du béton dans la cuisine, c'est encore Madame Binard qui a payé. Donc elle a pratiquement fait l'agencement. Elle se croit chez elle, Madame Binard. Elle est la châtelaine du terrain. Elle se comporte de telle sorte envers tout le monde. Plus tard, le docteur Binard sera interrogé à ce sujet. Elle s'expliquera sur cette peinture, sur le fait qu'elle ait repeint les volets de son cabinet. Étant précisé qu'ils n'ont jamais été couleur coquille d'œuf, alors que la peinture qui sera utilisée pour refaire simplement une partie du mur de la deuxième maison, qui est une maison en pierre qui se trouve sur le terrain, eh bien, elle présente cette caractéristique d'être couleur coquille d'œuf. Le commandant Carré, qui dirige l'enquête, reprend une à une toutes les constatations relevées par Gilberte, dont celle qu'elle avait faite 1 semaine après la disparition. Je remarque des monticules de terre que je n'avais pas vus la première fois. Nous repartons à Montreuil. Je vais appeler ma sœur et je vais lui dire, tu sais, Stéphanie, elle est morte, elle est là dans la maison, elle est sous les planches, elle est dans la maison, elle est morte. Et ma sœur va dire, Gilberte, elle est fatiguée, ça va pas. Cette espèce d'entêtement qu'elle a eu a été formidable. Elle ne l'aurait pas eu. La famille serait encore dans le sol de la maison, soi-disant dans une secte ou partie à l'aventure. En septembre 96, l'enquête patine.
Incarcéré à la maison d'arrêt de Melun pour un délit routier, Edgar Boulet ne lâche rien sur les disparus. Il est néanmoins conduit à Vaux-le-Pénil, une sortie inattendue pour lui. L'effet de surprise sur lequel comptent les enquêteurs va fonctionner. Oh, certes, il ne sort pas de son mutisme, mais... Et là, il a vraiment changé de tête. Le malaise ressenti par Edgar Boulet suffit à décider le procureur. Une commission rogatoire est lancée, le terrain entièrement retourné. Ce matin, il ne reste plus rien de l'habitation de la famille, disparue il y a plus d'1 an. Seulement un terrain éventré, retourné à la pelleteuse pendant 2 heures hier après-midi par la police. Les engins creusent le sol jusqu'à ce que... Il y a le corps de Donald. Son bras est étendu au-dessus de la tête de Stéphanie et du petit garçon. Ils sont là tous les 3. Et Donald Junior est couché sur le corps de sa mère. La pelleteuse a cassé le corps du bébé, de la petite Donatella. Puis l'ensemble des policiers qui sont là vont finir un peu comme des archéologues, avec beaucoup de précautions, à la pelle, j'allais dire à la petite cuillère. L'horreur fait surface. C'est un véritable massacre. Les restes des corps mutilés sont immédiatement transportés pour être autopsiés. L'intime conviction de Gilberte est hélas avérée. L'enquête va prendre un autre tournant. Il s'agit maintenant de connaître toute la vérité sur ce massacre. Boulet est invité à se mettre à table. Interrogé au commissariat de Melun, il n'en démord pas. Il n'a rien à voir dans tout cela. Il demande même aux policiers qui a bien pu enterrer les corps là, devant chez lui. Il va dire qu'il avait payé un loyer à Donald, que Donald il laissait pas ça gratuitement, qu'il faisait payer, qu'il payait un loyer, donc ils vont dire, enfin, il fera quand même 160 versions en tout. Il y aura 160 versions du départ des enfants qu'il va dire à tout le monde. Et il maintient qu'ils sont partis dans une voiture avec ce matelas et que depuis, il n'a pas eu réellement de leurs nouvelles. Et là, on lui explique quand même que ces corps que nous avons découverts démontrent bien qu'ils ne sont jamais partis. Et là, sa défense, c'est de nous dire que nous avons mis les corps. Allons bon. Ce serait la police qui aurait placé les corps là, dans le jardin. À ce moment de l'enquête, Boulet ignore que sa maîtresse, Monique Binard, a été auditionnée 48 heures plus tôt et qu'elle a livré de précieux éléments aux policiers. L'endroit où la famille a été enterrée et l'arme du crime. Elle a cette phrase. Quand vous m'avez dit qu'ils avaient disparu, j'ai tout de suite pensé qu'ils étaient enterrés au fond du jardin. Elle nous dira qu'elle avait très peur de la machette de Boulet. Tout ça avant la découverte des corps. Les enquêteurs interprètent ces déclarations comme une preuve de la présence de Monique Binard sur les lieux, au moment du quadruple meurtre. Elle dira devant les services de police avoir été présente le jour des faits, avoir été enfermée, séquestrée dans l'une des maisons qui se trouvait sur les lieux, et avoir entendu des cris de bêtes qu'on égorge. Elle le dira sur procès-verbal. Et en dépit de cette déclaration qui ne résiste pas à l'examen, il faut le savoir, hein, cette maison où elle dit avoir été séquestrée ne fermait pas à clé. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est sa présence sur les lieux de l'assassinat, où elle prétend avoir été enfermée alors que c'est impossible. C'était une maison courant d'air, on pouvait aller et venir sans difficulté. Les expertises réalisées à l'Institut médico-légal confirment la mutilation des victimes par une arme tranchante, vraisemblablement le coupe-coupe dont parlait le docteur Binard. Elle dit qu'elle a entendu ces cris, qu'elle se voyait mourir, qu'elle a pensé qu'à un moment donné, il allait retourner cette violence contre elle. Elle raconte quelque part les faits. Monique Binard est mise en examen pour destruction de preuves de nature à faciliter la découverte d'un crime. Elle est écrouée 4 mois à Fleury-Mérogis à partir de septembre 1996, date de la découverte des corps. Une question se pose aux enquêteurs, celle du rôle exact de cette femme. Et si elle avait une part de responsabilité dans le passage à l'acte de Boulet? Celui-ci, malgré ses dénégations,
est mis en examen pour assassinat. Edgar Boulet est quelqu'un de frustre, il n'a pas d'éducation, il sait très peu écrire et lire le français. C'est un type qui n'a pas les moyens intellectuels suffisants pour mettre en place un plan et arriver après des étapes bien déterminées au but qui s'est fixé. Pour exemple, la toute première version servie aux parents de Donald et Stéphanie. On a du mal à imaginer Edgar Boulet montant l'affaire de la secte tout seul. L'écriture, la lecture du texte par Franck Gorniac pour expliquer que la famille est dans une secte est un texte qui ne correspond pas à l'écriture de M. Boulet. Et si Monique Binard en était l'auteur? J'ai l'intime conviction qu'il n'a été qu'une marionnette dans les mains de cette femme. Quel genre de relation les unit? C'est un couple qui ne peut pas se séparer et dont les interactions sont faites de défis permanents. Donc le défi permanent, c'est qui va être le plus fort. Et de l'un à l'autre, ça s'échange continuellement. Les relations entre M. Boulet et sa compagne sont faites de cris d'amour et de cris de haine. C'est d'une violence par moments qu'on a du mal à percevoir. On apprend qu'il y a entre eux une relation très forte, très sensitive. Alors certains parlent d'une sexualité assez débridée entre tous les deux, ce que l'on veut bien croire d'ailleurs. Une relation passionnée, alternée d'actes de violence physique. Il y a un épisode de violence très fort, très très fort. Les amis d'Edgar Boulet sont là et ne vont pas empêcher Boulet de tenter d'étrangler sa compagne, de la frapper. Et c'est tellement fort, il va jusqu'à la menacer de lui coller le sexe avec de la glu. Et elle ne part pas. Elle dit même qu'il l'a fait saigner ce jour-là. Et elle reste. Il la menace de lui coller le sexe avec de la glu. Oui, ce qui était un comportement jaloux d'un conjoint violent tel qu'on peut le rencontrer dans la criminologie ordinaire. Il lui fait l'amour à sa maîtresse et après, il la frappe. Ça implique une double face. Ça implique au fond une violence qui est toujours là, mais qui est une violence apprise, qui est une violence qui a été élaborée au cours de son histoire personnelle. Et cette violence-là, elle sidère. C'est-à-dire qu'à la fois, elle fait peur et elle attire. Dans la violence extrême de cette affaire, une autre dimension va frapper l'opinion. La découverte au moment de l'exhumation des corps d'éléments attestant qu'une cérémonie très particulière a eu lieu après l'exécution. Sous le matelas, on va trouver des plumes et des restes de poulet. Cette fameuse connotation d'enterrement vaudou. La famille Davila Sané a été enterrée selon le rite vaudou. Pour quelle raison? C'est un rite dont l'objectif est de protéger celui qui commet les crimes, les meurtres ou les actions infractionnelles. Le rite est une forme d'autoprotection, à la fois contre ses propres phobies à lui, et puis c'était d'une certaine manière rentrer dans le rang. En faisant les rites vaudous, il partageait, au fond, il n'était plus tout seul. Voilà. Il partageait une certaine ritualisation qui lui donnait une certaine force et qui lui permettait en même temps de prendre rang parmi d'autres dans la pratique du vaudou. Ce rite, accompli après les meurtres, aurait-il pour objet de protéger Edgar Boulet des esprits de ses victimes? On a retrouvé des petits pots de bébés dans la maison qui ont été associés à la pratique vaudou. Et que c'est la présence de ces petits pots démontrait qu'il avait tué les enfants et qu'il avait laissé cette nourriture pour empêcher l'âme de ses petits-enfants de venir le hanter. Le vaudou, cette croyance fortement ancrée chez Edgar Boulet, pourrait être à l'origine d'un autre scénario. Il y a plusieurs pratiques du vaudou. Il y a des gens qui le pratiquent pour faire du bien et d'autres pour faire du tort. C'est le côté maléfique qui conduirait certains adeptes sur la voie du crime sacrificiel. Si vraiment il a fait ses sacrifices
À cause du vaudou, c'est en versant le sang. En versant le sang, on acquiert de la puissance parce que les esprits, il y a des esprits maléfiques qui demandent du sang, qui demandent à faire des sacrifices. Et ça peut aller jusqu'au sacrifice humain. Un mystérieux personnage apparaît alors au cours de l'enquête, un dénommé Wilfrid, un prêtre vaudou domicilié au Canada dont les enquêteurs découvrent qu'il entretenait des contacts très étroits avec Boulet. Il a peut-être très bien manipulé Edgar pour faire les sacrifices qu'il ne pouvait pas faire aussi. Il a peut-être très bien été manipulé aussi. Je dis que ça a profité plutôt à ce Canadien. Parce que finalement, il n'était pas prêtre vaudou, il ne savait pas faire du vaudou, il souhaitait faire. Donc ça a servi à ce Canadien. Dans ce cadre, le quadruple meurtre de Volpénil n'aurait pas eu pour mobile l'appropriation du domicile des victimes, mais une démarche initiatique accomplie par Edgar Boulet à la demande de ce prêtre, désireux d'accroître son propre pouvoir. Et si Boulet n'avait été qu'un instrument entre ses mains? Je ne sais pas s'il est sous l'emprise de Wilfrid, au point où on peut l'imaginer. Toujours est-il que tout au long des investigations va ressortir le besoin de contacter Wilfrid, le besoin d'entrer en relation avec cette personne. Les policiers français iront au Canada pour entendre cet homme, mais rien ne pourra être retenu contre lui. C'était quoi ce prêtre au Canada, enfin ce prêtre vaudou, avec qui il avait des conversations téléphoniques et qu'il était même décidé à aller rencontrer suite au meurtre? C'est quelqu'un à qui il donnait suffisamment de puissance pour pouvoir s'adresser à lui régulièrement, hein, ou de très très nombreuses fois. C'était celui qui pouvait le garantir d'une certaine manière à la fois de l'amour éternel de la maîtresse qu'il pouvait avoir et à la fois de le protéger contre les réactions négatives, hein, des entités psychiques, hein, qui pouvaient être laissées dans les corps et dont il fallait qu'ils se protègent. La pratique du vaudou terrorise une partie de la communauté antillaise. Pour eux, Boulet représente le diable. Ils sont tous extrêmement sensibles au vaudou. Déjà avant l'ouverture du procès, la ville bruissait de rumeurs, et notamment dans la communauté antillaise, où il y a eu plusieurs personnages connus de cette communauté qui d'un seul coup ont disparu. Quand nous demandons à la communauté antillaise d'essayer d'avancer sur ce terrain du vaudou, quelqu'un nous dit « si je parle, ma langue va noircir et va tomber ». Cette peur du vaudou va nuire considérablement à la vérité judiciaire. Le 6 juin 2000, soit 5 ans après les faits, le procès d'Edgar Boulet s'ouvre à la cour d'assises de Melun. Ce matin, la mère d'une des victimes était présente pour ce premier jour d'audience. C'est elle qui s'est battue pendant 5 ans pour que l'assassinat de sa fille, de son gendre et de ses 2 petits-enfants, âgés de 2 et 3 ans, soit jugé. Si l'enquête de police a démontré qu'Edgar Boulet n'a pas pu accomplir son quadruple meurtre sans complicité, la justice, elle, n'en tient pas compte. Elle fait comparaître l'accusé seul sur le banc des accusés. Il est d'un stoïcisme total, il ne bouge pas, il ne scie pas. Il n'a aucun mouvement d'agacement, il parle rarement, il prend rarement la parole, sauf pour dire qu'il est innocent, mais... La justice a tranché. Tous les acteurs ou spectateurs des meurtres ne comparaissent pas aux assises. La décision provoque l'indignation du côté des victimes. Il y a des gens qui ont participé qui n'ont même pas été inculpés. Ceux qui étaient inculpés, ils n'ont même pas été condamnés. Donc, c'est même pas une justice. Je me demande, c'est une pièce de théâtre, hein. C'est pas de la justice, ça. L'avocate de Boulet réagit elle aussi vivement. On sait aussi que le lendemain des faits, à raison de témoignages qui ont été recueillis, 2 autres personnes, qui sont des amis proches de la famille Davila, mais aussi de Boulet, sont présentes sur le terrain. Et tôt le matin. On s'étonne quand même que pour ces gens-là, on se soit contenté des dénégations de départ et qu'on ait considéré qu'à leur égard à eux, il n'y avait pas possibilité de les renvoyer devant les assises. Et pourtant, l'enquête l'a démontré, Serge Roland Eurani,
Le propre parrain de la petite Donatella était par exemple bien au courant du quadruple meurtre. C'est une vérité qui dérange quelque part, elle est insuffisante. Tout le monde n'était pas à la cour d'assises. Serge Roland-Urani, il a peur de Boulet. Mais à la différence de Monique Binard, lui, ça se voit. Et c'est quelqu'un qui est dans une vraie crainte de s'exprimer. Alors peut-être que c'est la cour d'assises, la solennité du débat, les enjeux, bien sûr, qui s'y déroulent, mais il arrive en regardant le box. Et Boulet ne baisse pas la tête quand il s'agit de Rani. Donc il y a un rapport qui est celui de la crainte, qui est complètement différent de celui de Monique Binard. Le docteur Binard est non seulement toujours crainte de son amant, mais elle n'a surtout rien à craindre de la justice. Elle était aux assises, mais en qualité de témoin. J'imagine que tu aurais voulu la voir... Dans le box avec Boulet, et pas toute seule. Il y avait plus de personnes que ça. On ne tue pas une famille entière, tout seul. On a présenté Boulet comme étant très maître de cette femme, dans tous les sens du terme. Amant, mais aussi un peu leader, un peu chef, l'ayant soumise. Et en réalité, à ce moment-là, c'est la première fois que moi je les verrai tous deux, hein, lui, il baisse la tête. Il ne la cherche pas du regard. Il n'est pas celui qui a l'autorité. À ce moment-là du procès, ni le président, ni l'avocat général ne manifestent un empressement particulier à la pousser dans ses retranchements. Je la sens presque épargnée. Mais hélas, on lui posera assez peu de questions, puis elle sera assez peu chahutée, Madame Binard, sur ses contradictions. Pourquoi le président de la cour d'assises ne tente-t-il pas de percer l'amnésie du docteur Binard? Le docteur Binard jouissait d'un a priori favorable. Surtout, elle avait un avocat extrêmement compétent. Un des grands ténors du barreau parisien, et que c'est banal à dire, c'est une la palissade, il vaut mieux être bien défendu. Une chose est certaine, n'importe qui d'autre à la place de Binard aurait été renvoyé devant les assises. Justice avec la fin du procès d'Edgar Boulet devant la cour d'assises de Seine-et-Marne. Il a été reconnu coupable de l'assassinat d'une famille martiniquaise. L'accusé, également antillais, a été condamné à la perpétuité. Sans Monique Binard, ni aucun autre complice incriminé à ses côtés, l'accusé, jugé unique coupable, a écopé de la peine la plus lourde. En juin 2000, à l'issue de 8 jours de procès, mais surtout de 5 années d'attente, pour cette pauvre Gilberte Crovizier, Edgar Boulet est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Échappant quand même à la peine incompressible, il peut espérer sortir en 2019. Sa maîtresse n'a quant à elle pas été poursuivie pour complicité d'assassinat, ni pour non-assistance à personne en danger, bien que les conclusions de l'enquête policière aient été formulées dans ce sens. La juge d'instruction n'en a pas tenu compte. Depuis ce jour, Monique continue d'exercer son métier de médecin généraliste à Damary-les-Lys. Aucune charge retenue non plus contre Serge Roland-Urani et Franck Gorniac. Le premier vit paisiblement en banlieue parisienne, quant au second, il est reparti en Martinique. Quant à Gilberte, elle se bat encore et toujours. Elle a déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme pour que soit enfin reconnu l'incroyable dysfonctionnement de la justice dont elle a été victime. Comme nous l'avons vu tout au long de ce film, c'est toute seule que Gilberte Crovizier a dû trouver son chemin dans le dédale de la procédure judiciaire. Si je ne m'étais pas battue, effectivement, mes enfants y seraient toujours sur 2,50 m de terre. Ces lenteurs, ces ratés dans l'enquête et l'instruction, comment les justifier? Dans l'affaire de Gilberte Crovizier, c'est un dysfonctionnement de l'ensemble. Je ne m'en abstrais pas. La justice est une institution comme une autre. Et la demande de pardon, les excuses, c'est quelque chose de rarissime. Les juges, les policiers, enfin tout l'appareil judiciaire reconnaît très très difficilement son erreur. Quelle justice peut prétendre fonctionner de la sorte? Où est la garantie d'égalité pour le justiciable? Le dossier du quadruple meurtre de Volpénil est une illustration parfaitement désastreuse de ce dysfonctionnement de base. Bonsoir.